Il vit de la lumière sous la porte, entendit des pas mous dans l'escalier, ce qui signifiait qu'on était dimanche. Ce jour-là, il se levait un peu plus tard qu'en semaine. La bonne, au contraire, trouvait le courage de s'arracher à son lit avant même qu'on eût entendu siffler le premier train. L'œil vague, elle descendait dans la cuisine, allumait le feu et restait là, debout, à somnoler, pendant que chauffaient de grandes bassines d'eau. Le premier dimanche qu'elle était dans la maison, il était descendu, curieux. Il avait trouvé la porte vitrée de la cuisine aveuglée par une nappe tendue et maintenue par des punaises. « Qu'est-ce que c'est ?» avait questionné Louise d'une voix revêche. « C'est moi. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous voyez bien que je me lave. » Probablement dans la bassine qui servait pour la lessive. Cela devait se passer ainsi chez elle, à Charon, comme chez Cachoudas. Et, toute la matinée, la cuisine sentait la savonnette. Monsieur l'abbé ne pouvait pas lui permettre de se servir de la salle de bain, car il fallait traverser la chambre pour l'atteindre. Il lui avait acheté un tube en zinc. Le dimanche, à présent, il l'entendait remplir celui-ci avec des brocs d'eau chaude, qu'elle montait un à un, en ahanant. Si, les autres matins, il lui arrivait de ne pas prendre la peine de se débarbouiller la figure, ce jour-là, par contre, elle restait 1 heure assise dans son tube, à se nettoyer dans les coins. Cela écœurait un peu le chapelier. Il n'avait jamais aimé l'odeur des autres, l'intimité des autres. Or, il avait vécu 15 ans dans cette chambre avec une femme impotente, qui ne pouvait prendre aucun soin d'elle-même et qui devenait furieuse dès qu'on faisait mine d'ouvrir la fenêtre. Peut-être n'était-ce pas de sa faute, et fallait-il mettre ça sur le compte de son état de santé. Les dernières années, en tout cas, Mathilde était sale, au point que, parfois, elle avait l'air de le faire exprès, par défi. Il lui était arrivé de questionner avec une petite flamme cruelle dans les yeux « Tu ne trouves pas que je sens mauvais ?» Il alla s'accroupir devant la cheminée pour allumer les bûches. Il ne ratait jamais son feu, qui mettait fort peu de temps à flamber clair. Il faisait plus froid que les jours précédents, d'un froid différent. En écartant légèrement le store, il vit le ciel nocturne très clair, glacé, et le contact de la vitre lui gelait le bout des doigts. Ainsi donc, les pluies avaient cessé. Toute la ville allait s'en réjouir. Lui, pas. Cela arrivait un jour trop tôt. C'était comme une trahison du ciel à son égard, une sorte d'échec personnel. Il aurait aimé en finir dans une même atmosphère. Non seulement la pluie, dans les rues noires, avec une auréole autour de chaque lumière et les reflets sur le sol, lui avait toujours procuré une certaine excitation, mais elle facilitait ses mouvements. Il y avait moins de monde dans les rues. Les gens rasaient les maisons, ne songeant qu'à se protéger de l'eau du ciel et de la boue des pavés. Chez Cachoudas, personne encore n'était levé. Aucune lumière. Le petit tailleur dormait, contre sa bonne grosse femme. Après ses libations de la veille, il avait dû s'agiter toute la nuit, ronfler, peut-être parler à voix haute. Elle ne lui avait pas adressé de reproches quand il était rentré. Pourtant, il était à peine chez lui que son ivresse s'était accusée davantage, probablement à cause du passage du froid au chaud. Il s'était engagé dans l'escalier en colimaçon, le même que chez monsieur l'abbé, en oubliant de fermer le magasin et d'éteindre, ce qu'il accomplissait toujours lui-même. Et, une fois dans l'atelier, il s'était laissé tomber sur une chaise, un bras sur le dossier, sa tête sur son bras replié. Pleurait-il ?
ce n'était pas impossible. Ou peut-être se sentait-il malade? Son fils, qui avait 3 ans et demi, ou 4 ans, était venu rôder autour de lui. Puis les 2 petites. Et enfin, Madame Cachoudas était sortie de sa cuisine, un fer à repasser à la main. Elle s'était tout de suite rendue compte de ce qui arrivait, et elle n'avait rien dit. Ses lèvres n'avaient pas remué. Elle avait disparu dans l'autre pièce, d'où, quelques minutes plus tard, elle était revenue avec un bol de café noir. « Bois, Cachoudas !» Elle l'appelait Cachoudas. Personne n'appelait le tailleur par son prénom. Même sur la devanture, il n'y avait que son nom de famille, qui était plutôt un nom de tribu qu'on devait retrouver dans des centaines de villages du Proche-Orient. Cachoudas avait fini par découvrir son visage, et on comprenait, même à travers la rue, qu'il avait honte. Il demandait quelque chose à sa femme, peut-être si les enfants l'avaient vu dans cet état. Elle l'avait aidé à boire son café, et, après en avoir avalé à peine la moitié, il avait été forcé de s'élancer en courant vers le fond du logement. Monsieur l'abbé ne l'avait pas aperçu de la soirée. C'était Madame Cachoudas qui était descendue pour mettre les volets et cadenasser la porte. Elle avait éteint la lampe de l'atelier, continuant à travailler dans la cuisine, alors que tout son monde était au lit. C'était dimanche, et il y aurait du soleil presque sûrement. Monsieur l'abbé faisait les gestes accoutumés, arrangeait son lit, dont il changeait les draps, portait sur le palier les draps et les serviettes sales de la semaine, faisait couler l'eau dans la baignoire et n'oubliait pas de parler de temps à autre, de dire n'importe quoi, pour la vraisemblance. Il avait fini, avec les années, par régler ses mouvements comme une sorte de ballet. C'était automatique. Il n'avait plus besoin de penser. C'était si vrai que, quand le rythme changeait pour une cause fortuite, il restait un bon moment immobile, désemparé, comme une mécanique détraquée, avant de se remettre en train. Par exemple, tandis que le bain se remplissait, il avait le temps de remettre ses vêtements dans l'armoire, le veston sur un cintre, le pantalon dans ses plis, puis de préparer ses chaussettes, sa chemise, son col, sa cravate sur le pied du lit. Il y avait un temps pour tout, et il lui arrivait rarement d'intervertir l'ordre de ses gestes. Si on se donnait la peine de compter, il y en avait des centaines, peut-être des milliers, qui, mis bout à bout, finissaient par remplir la journée, et il les faisait avec une certaine satisfaction, surtout le dimanche, car il savait qu'après les rites du petit matin, il jouirait d'une longue journée libre, tout seul dans la maison. Lorsqu'il descendit, il avait déjà, pour se donner de l'avance, poussé le fauteuil de Mathilde devant la fenêtre, avec la tête de bois dans le bon angle, et levé les stores, bien qu'il ne fît pas encore jour. Il trouva Louise près du poêle de la cuisine, un bol de café au lait à la main, tout habillée, prête à sortir, avec sa robe et son manteau des dimanches, son chapeau sur la tête. « Il y a tout ce qu'il faut dans le garde-manger », annonça-t-elle de sa voix morne, qui était comme la négation de la joie de vivre. Elle était bête. C'était un bestiau. Il ne fallait pas y faire attention. Chaque dimanche, elle prenait le premier autobus pour Charon, où elle passait la journée avec sa famille et ses amis. Elle avait une façon de regarder monsieur l'abbé à laquelle il ne parvenait pas à s'habituer. Elle le fixait comme sans le voir. Ou alors, elle le voyait autrement que les autres. Et parfois il en était inquiet. Quelle idée avait-elle de lui? Ne trouvait-elle pas que c'était une drôle de maison? Avait-elle des arrière-pensées? Est-ce qu'elle pensait? Madame va bien? Comme d'habitude. Merci, Louise. Il préférait attendre son départ pour se mettre à table,
car sa présence suffisait à lui gâcher son plaisir. Il allait refermer derrière elle la porte du magasin, écoutait son pas qui s'éloignait sur le trottoir, plus sonore qu'ailleurs à cause des arcades, et les cloches se mettaient à sonner. Il avait toujours eu une prédilection pour les dimanches, même du temps de Mathilde, quand ce jour-là le bouclait là-haut, et ne lui apportait que des heures de lourd ennui. Peut-être qu'il avait fini par s'habituer à l'ennui, qu'il s'était mis à l'aimer. Il lisait en mangeant. Il lisait le compte-rendu analytique du procès d'un incendiaire, qui, dans le Jura, en 1882, avait passionné les foules, presque au point de provoquer une révolution, et il avait fallu envoyer de la troupe. Peu importait, d'ailleurs, ce qu'il lisait. Il ne s'en souvenait plus le lendemain. Il achetait ses livres à la salle des ventes 2 maisons plus loin que chez lui, les choisissait au petit bonheur, tantôt des romans, tantôt des récits historiques. C'étaient invariablement des livres aux pages jaunies, où flottait une odeur spéciale, et dans lequel il trouvait parfois une fleur desséchée, d'autres fois une bouche écrasée. Il lui arrivait d'y découvrir une lettre à l'encre pâlie, qui avait servi de signet, et il était rare qu'il n'y eût pas un nom écrit sur la page de garde, ou le cachet violet d'une bibliothèque publique. Aujourd'hui, il s'était promis d'accomplir un important travail. Il y avait longtemps qu'il en avait envie. Mais d'abord, il se levait pour aller laver au robinet sa tasse, son assiette, secouer la nappe et donner un coup de balai sur le plancher où traînaient des miettes de pain. Il alla aussi regarder dans le garde-manger ce que Louise lui avait préparé pour le déjeuner de midi, et il fut satisfait, car il n'aurait besoin que de réchauffer le ragoût de la veille au bain-marie. Quand il monta au premier étage, en traversant le magasin, où, le dimanche, il n'allumait pas le gaz, les cachoudas étaient debout. Le ciel était clair, d'un bleu verdâtre. Des pas sonnaient dans la rue, tandis que le bruit des cloches couvrait toute la ville. Le petit tailleur, qui n'avait pas encore fait sa toilette, portait un pantalon sans bretelles sur sa chemise de nuit. On commençait toujours par laver les enfants, afin qu'ils soient hors du chemin. Mais, une fois prêts, la difficulté était de les empêcher de salir leurs bons vêtements. L'aînée, Esther, celle qui travaillait à prise unique, se promenait dans les pièces en combinaison, et monsieur l'abbé pouvait distinguer la naissance de sa gorge. Elle était encore maigre, surtout des hanches, mais avec plutôt trop de poitrine que trop peu, comme beaucoup de filles de son âge. Est-ce que le soir, dans les coins d'ombre, sur les seuils, sous les portes cochères, elle se laissait tripoter par des amoureux? C'était probable. Cela choquait monsieur l'abbé. Il n'aurait pas su dire pourquoi, que des hommes prissent du plaisir avec la fille de Cachoudas, avec de la chair Cachoudas. Le petit tailleur, qui avait mauvaise mine, ne savait où se mettre. On sentait qu'il n'était pas dans son assiette. Sa conscience devait le tourmenter autant que son estomac. Il profitait du dimanche, comme d'habitude, pour mettre de l'ordre dans son atelier. Mais il le faisait sans goût, l'esprit ailleurs, et il lui arriva plusieurs fois de regarder la maison d'en face, où le chapelier était invisible derrière les rideaux. À quoi bon se tracasser à son sujet? Il ne dirait rien. Il était terrifié. Est-ce qu'un homme comme lui pouvait aller trouver la police et lui déclarer, avec l'accent qu'il n'avait jamais perdu: « L'assassin que vous cherchez, c'est mon voisin, le chapelier. » Vraiment? J'ai vu un petit morceau de papier sur le bas de son pantalon. 2 lettres découpées dans un journal. Très intéressant, en effet. Je l'ai suivi, et il a étranglé mademoiselle Irène Mollard sous mes yeux. Tiens. Ensuite, il m'a dit de sa voix la plus naturelle: « Vous auriez tort, Cachoudas.
Il aurait tort, en effet. N'aurait-on pas l'idée de lui demander si, par hasard, il ne lui arrivait pas de porter un imperméable beige? Est-ce que, de tout temps, dans tous les pays du monde, les Cachudas n'ont pas été des suspects de choix? Allons, il était temps de se mettre au travail, car, avec les lettres à découper, parfois une à une, à chercher le long des articles, à coller avec symétrie, c'était lent, même quand on en avait l'habitude. Monsieur l'abbé ne faisait pas de brouillon. Un rayon de soleil se glissait par la fenêtre et projetait sur le mur, en face de lui, les fleurs tarabiscotées du rideau de guipure. En plus, 2 petits disques de soleil, qui remuaient comme des bêtes vivantes, avaient l'air de jouer sur l'acajou du secrétaire. Dans la rue du Minage, des portes s'ouvraient et se refermaient. Des familles se dirigeaient vers l'église Saint-Sauveur, entre le canal et le port. On entendait des sirènes de bateaux. Les pêcheurs, sans se préoccuper du dimanche, profitaient de ce que le brouillard était dissipé pour sortir en mer, et ils devaient se suivre à la queue leu-leu dans la passe. La ville était radieuse, d'un jaune doré dans le soleil. Le port d'un bleu uni. Bientôt, les Cachudas sortiraient à leur tour, les petits marchant devant, dans leurs beaux vêtements. Puis Cachudas et sa femme, toujours un peu gauches ce jour-là, beaucoup moins à leur aise qu'en semaine. Après la messe, ils passeraient par la pâtisserie de la rue des Merciers, et ce serait le petit tailleur qui, en revenant, porterait le carton par sa ficelle rouge. Petit mémoire au sujet des victimes de l'étrangleur. Il mettait le mot exprès, non sans une certaine ironie, parce que c'était celui que les gens employaient. Peu importait qu'on comprît ou qu'on ne comprît pas. Avant de commencer, il monta sur une chaise, passa la main au-dessus de l'armoire, où il prit un objet, une photographie cartonnée, dans un mince cadre en bois noir. 2 mois plus tôt, elle était pendue au mur près du lit de Mathilde, et on pouvait encore voir un rectangle plus clair sur le papier peint. C'était la photographie d'une classe, au couvent de l'Immaculée Conception, un jour de distribution de prix. Il y avait 15 jeunes filles. Monsieur l'abbé les avait souvent comptées, et il était capable de mettre un nom sur chacun des visages. Elles avaient toutes entre 16 et 18 ans. Elles portaient le même uniforme bleu marine, une jupe à plis, les cheveux en tresse et un ruban autour du cou, avec une médaille. Au milieu d'elles se tenait une religieuse maigre et pâle, ascétique, qui ressemblait à une image de piété et qui tenait les mains cachées dans ses manches. À en croire Mathilde, c'était un vrai chameau, en dépit de son sourire angélique. Les jeunes filles du second rang étaient debout sur une sorte d'estrade recouverte d'un tapis, et des plantes vertes encadraient le groupe. La photographie posée devant lui, contre l'encrier en cuivre qui ne servait plus, puisqu'il avait un stylo, il se remit au travail, sa langue passant parfois entre ses lèvres. Jacqueline Delobel, 60 ans, veuve d'un capitaine d'infanterie. C'était la 3e en commençant par la gauche, une petite brune à l'œil espiègle, au nez pointu, qui semblait se retenir de rire en regardant le photographe, dont la tête devait être enfouie sous un drap noir. Bonne famille, fille du notaire Massard, qui a écrit plusieurs ouvrages d'histoire locale, a vécu avec son mari dans diverses villes de garnison, entre autres Besançon. A eu 2 enfants, une fille mariée à un importateur de Marseille et un fils actuellement lieutenant de Spahis. Vivait seul dans un appartement de la rue des Merciers, au-dessus d'un marchand de cordage et de vannerie. Brouillé avec sa fille. Petite pension, n'acceptait pas d'argent de son fils
et vendait directement de menus travaux de lingerie. Il ajouta, après un moment de réflexion, « Sa fille n'est pas venue aux obsèques. Son fils, en garnison en Syrie, n'a pu être averti à temps. Voilà pour la première. Elle ne lui avait pas donné de mal. Elle n'avait guère de santé. Elle se privait pour nouer les deux bouts. Elle trottinait, le soir dans les rues, pour aller livrer ses ouvrages. Et il est difficile, à La Rochelle, de passer d'une rue commerçante à une autre rue commerçante sans emprunter des ruelles obscures. Heureusement qu'il avait commencé par elle. Avec une femme vigoureuse comme Léonie Proulx, il aurait peut-être raté son coup. En effet, il n'avait pas encore eu l'idée de fixer deux petits bouts de bois, comme ceux que certains commerçants mettent encore au paquet en guise de poignée, aux extrémités de la corde de violoncelle. Malgré le peu de résistance de Madame de Lobel, l'absence même de toute résistance, il s'était meurtri les doigts si profondément qu'il avait saigné. Il avait failli commettre une autre faute. Cela s'était passé non loin du canal, derrière l'église Saint-Sauveur, et l'idée lui était venue de pousser le corps dans le canal. La marée descendait, le courant était fort. On n'aurait retrouvé Madame de Lobel que plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard, peut-être jamais. Et cela aurait tout changé, car, par la suite, il n'aurait pas pu agir de même avec les autres corps. Peut-on dire qu'il n'y aurait pas eu de symétrie? Ce n'était pas tout à fait cela. En tout cas, cela n'aurait pas eu le même caractère. Après, il avait pu se rendre au café des Colonnes et faire un robre en buvant son picon grenadine. Madame Cujas, Rosalie, libraire, rue des Merciers, épouse de René Cujas, employée à la mairie. Encore une fille de bonne famille. Il le notait scrupuleusement. Il aurait pu dire tout simplement qu'elle avait été élevée à l'Immaculée Conception, ce qui revenait au même. Mais c'était dangereux. C'était d'ailleurs curieux que personne ne se fût avisé que les vieilles femmes étranglées en l'espace de quelques semaines avaient toutes été élevées dans le même couvent. Seul le petit Jeantet, qui était intelligent, avait remarqué qu'elles avaient à peu près le même âge, qu'il existait entre elles comme un air de famille. Sur la photographie, la petite Alain, c'était son nom de jeune fille, était probablement la plus belle, d'une beauté un peu froide. Son père, enregistra-t-il, a été maire adjoint de La Rochelle pendant 20 ans. Ils étaient riches. Elle aurait pu prétendre à n'importe quel parti. Pourquoi avait-elle attendu d'avoir 28 ans pour se marier? Elle était trop difficile, disait aigrement Mathilde. Elle ne voulait que le grand amour. Mathilde ajoutait sans amertume, comme si cela existait. À 28 ans, elle avait épousé Cujas, parce qu'à cette époque, son père était mort en laissant une succession embrouillée et que ses frères avaient hâte de se débarrasser d'elle. Cujas avait essayé 20 métiers avant d'entrer à la mairie. Il n'était pas beau. Il n'était pas particulièrement intelligent. Il avait une mauvaise santé, et c'était sa femme qui faisait bouillir la marmite. Monsieur l'abbé connaissait bien la petite librairie, où, quand il ne trouvait rien à son goût à la salle des ventes, il allait fouiller dans les 2 boîtes de livres d'occasion qui étaient le long du mur. Ce n'était pas une librairie importante. On vendait surtout des cartes postales et des stylos, des crayons, des gommes à effacer. Mais il y avait une arrière-boutique, où ne pénétraient que les habitués, et le chapelier savait que c'était là que certains de ses amis, comme Arnaud, l'homme des sardines, se fournissaient en livres érotiques. Il savait aussi qu'il y avait une porte dans le fond, qui donnait sur une impasse. Comme Madame Cujas n'avait pas de bonne,
qu'après la fermeture du magasin, elle ne sortait guère qu'avec Cujas, pour aller de temps en temps au cinéma, il aurait pu attendre pendant des mois l'occasion de la surprendre dehors, dans l'obscurité. C'est pourquoi il était entré dans l'arrière-boutique. Les 2 morceaux de bois, aux extrémités de la corde de violoncelle, s'étaient révélés extrêmement pratiques. Elle était plus nerveuse que Madame de Lobel. Une fois dehors, il s'était même demandé s'il avait serré assez longtemps, et il n'avait été rassuré que le lendemain, en lisant le journal. Une fois, il y avait de ça 11 ou 12 ans, Mathilde avait dit à la libraire, alors qu'elles évoquaient ce qu'il était advenu de leurs anciennes compagnes, « La vie n'est pas drôle. » Et Madame Cujas avait répondu calmement, « Pourquoi serait-elle drôle ?» C'est cela que M. l'abbé aurait voulu faire sentir. Mais c'était difficile. Pour chacune, il cherchait la formule. Considérer la vie comme une épreuve, composa-t-il avec des lettres découpées. Ce n'était pas pour se disculper. Il n'en avait pas besoin. C'était plus important que cela. Mais il se rendait compte que la tâche qu'il accomplissait, sans se décourager, était à peu près impossible. Quelques nuits auparavant, il avait fait un rêve curieux, et c'était peut-être à cause de ce rêve qu'il était en train de travailler aujourd'hui. Il se trouvait dans une salle qui ressemblait à une salle de patronage, et c'étaient toutes les personnes connues de la ville qui étaient alignées sur les chaises. Lui se tenait sur l'estrade, avec un écran derrière lui, un long bâton à la main, car il donnait une conférence avec projection lumineuse. Ce qu'on projetait sur la toile, c'était la photographie prise jadis au couvent, et il désignait les jeunes filles l'une après l'autre. Il avait commencé, sur un ton léger, par une hâtive élimination. Nous ne parlerons pas des mortes. Il y en avait 2. L'une, avec des taches de rousseur, des petits cheveux frisés autour des oreilles et à la naissance des tresses, était morte de tuberculose à 22 ans, dans un sanatorium suisse. L'autre, aux yeux ardents, déjà femme en classe, avait épousé un important armateur de la ville et avait succombé à ses premières couches. L'enfant, lui, vivait. Il était armateur à son tour, à Bordeaux. Restaient 13. L'une d'elles avait vécu dans toutes les capitales d'Europe avec son mari, consul, et résidait maintenant en Turquie. D'une autre, on ne savait rien, sinon qu'elle était partie de chez elle à 19 ans et que cela avait fait scandale. Sa mère en était morte, son père s'était remarié. Restaient 11. Les gens, dans la salle, l'écoutaient sans trop comprendre, et il s'efforçait en vain de leur faire saisir sa pensée. De temps en temps, on changeait la plaque dans l'appareil de projection, lorsqu'il frappait l'estrade de son bâton, et on voyait apparaître alors une vue panoramique de La Rochelle. Une vue comme il n'en existait pas, car on distinguait toutes les rues, toutes les maisons, les passants, et même, par un miracle, les gens dans les maisons. Il y en avait une, des demoiselles du couvent, qui, à Paris, était la femme d'un ministre, et dont la fille avait épousé un aristocrate autrichien. On voyait souvent son portrait dans les journaux. Récemment, elle était entrée dans une clinique pour une opération qu'on ne spécifiait pas. Les cachoudas rentraient, et on déshabillait déjà les petits pour leur mettre leurs vêtements de tous les jours. Après le déjeuner, ils mangeraient le Saint-Honoré, avec du café au lait. Cachoudas changerait aussi de vêtements et grimperait sur sa table, à moins qu'il ne profite du dimanche pour mettre ses comptes à jour, ce qui lui était toujours pénible. C'était le seul jour de la semaine que tout le monde passait dans l'atelier, sauf Esther, que des amis viendraient chercher tout à l'heure,
s'arrêtant sous les fenêtres et appelant, la main en porte-voix, « Oh !» La 10e, il s'embrouillait un peu. Il aurait dû prendre des notes alors que Mathilde était encore là, elle qui connaissait ça sur le bout des doigts. Voyons, il y en avait une qui faisait du théâtre, pas à Paris, mais dans les tournées de province. Encore 2. Il pointait les photographies du bout de son stylo, comme il l'avait fait dans le rêve avec son bâton. Celle qui avait eu la petite vérole. Elle était première dans une maison de couture, à Londres, et était revenue plusieurs fois à La Rochelle, pour voir sa mère qui vivait encore, et qui était toute ratatinée. La dernière, de celles qui avaient quitté la ville, habitait Lyon. C'est tout ce qu'il en savait. Restaient 7, outre Mathilde, et cela faisait le compte, car il n'était pas question de la religieuse de la photo qui s'appelait Mère Sainte Joséphine, et qui était morte depuis longtemps. Mademoiselle Anne-Marie Lange, mercière, rue Saint-Yon. Les Cachoudas étaient à table. Après celle-ci, il irait manger lui aussi. Il aurait l'après-midi pour les autres. Une grosse fille qui se bourrait de pâtisserie et qui avait sa maison pleine de chats. Elle était blonde et rose, toujours vêtue de clair, avec une voix haut perchée et des inflexions de cantique. Bonne famille. Son père courait les petites ouvrières et cela lui avait valu des ennuis. Il y avait eu des scandales qu'on avait dû étouffer. À 75 ans, il continuait, et sa famille était obligée de le surveiller, de le suivre à la piste dans ses promenades. On ne lui laissait pas le moindre argent de poche, et on avait renvoyé les bonnes, ne gardant que des domestiques mâles dans la maison. Maintenant, il était mort. Une de ses filles était aux États-Unis, Anne-Marie, qui ne s'était pas mariée, vivait dans sa mercerie, avec une ancienne institutrice à l'aspect autoritaire, et les mauvaises langues prétendaient qu'à elles deux, elle se passait fort bien de mal. C'était possible. Pour elle, en tout cas, la formule était facile. Il n'y avait qu'à puiser dans le journal. L'autopsie a révélé la présence d'un fibrome et d'une tumeur qui aurait probablement dégénéré en cancer. Il pleuvait tellement, le jour de Mademoiselle Lange, qu'il avait pu l'attaquer en pleine rue Gargoulot, à 2 pas de l'Hôtel de France. Elle avait les bras chargés de petits paquets qui s'étaient répandus sur le trottoir. Entre autres, une bouteille de crème fraîche qui s'était cassée. Il fallait aller déjeuner. Il descendit, réchauffa son ragoût, en jeta une partie dans le cabinet, car il ne pouvait pas toujours manger pour 2. Le dimanche, il n'avait pas besoin de monter le plateau, et c'était toujours ça de gagner. Après, il faisait la vaisselle. « Vous pourriez la laisser, et je la laverai en rentrant », avait proposé Louise. Il l'aurait pu, en effet, mais il n'aimait pas les choses qui traînent, surtout les assiettes grasses. En outre, cela l'occupait. Cela faisait partie des rites du dimanche. Il remontait, se lavait les mains avec soin. Les petits, chez Cachoudas, jouaient par terre. Madame Cachoudas était occupée à ravauder des chaussettes de laine, et le tailleur essayait de faire ses comptes, mouillant de temps en temps son crayon de salive et posant une question à sa femme. « 7 et 9 ?» Il arrivait à monsieur l'abbé de faire la sieste dans son fauteuil. Un fauteuil recouvert de velours cramoisi, comme le fauteuil de Mathilde. Mais aujourd'hui, son travail l'excitait. Il touchait à la fin. Demain soir, si tout allait bien, il en aurait terminé.
Il en ressentait à la fois de l'impatience et comme le pressentiment d'un vide. Il n'aurait ensuite à penser qu'à de petits détails, qui étaient devenus routine et qui ne le préoccupaient plus. Jusqu'ici, il n'avait pas commis une seule faute. Il était sûr qu'il n'en commettrait pas. Même l'accident qui était arrivé avec le petit tailleur était sans conséquence. Cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, il en était presque satisfait. Peut-être qu'avant, il était trop seul. Avec Louise, c'était exprès qu'il avait risqué certaines imprudences. Désormais, il y avait quelqu'un qui savait, et c'était parfait. Après-demain, Cachoudas lirait son rapport dans l'Écho des Charentes. Peut-être que lui, maintenant, comprendrait certaines choses. Madame Geoffroy Lambert, veuve du président de la Caisse de compensation. Justine. C'était ainsi que tout le monde appelait la sœur de son ami Julien Lambert, l'assureur. Il était allé à son enterrement. Il était allé à tous les enterrements, puisqu'il s'agissait de personnes qu'il connaissait. Encore une veuve. Il y avait beaucoup de veuves. Il est vrai que Justine avait épousé un homme de 20 ans plus âgé qu'elle, un personnage riche, important, qui possédait, rue Réaumur, le plus bel hôtel particulier de la ville, et un autre à Paris, où il vivait la plus grande partie de l'année. C'était un de ces hauts fonctionnaires dont les tâches restent mystérieuses pour le commun des mortels. Il était passé par l'inspection des finances. Conseiller d'État, on prétendait qu'il avait été l'homme le plus cocu de France. Depuis sa mort, en tout cas, Justine passait pour aimer outre mesure les jeunes gens. Chez elle, on buvait ferme, on dansait jusqu'au petit jour, et, à 60 ans, elle ne manifestait aucunement l'intention d'abandonner la partie. Elle avait un chauffeur, qu'on disait son amant, mais pour courir les magasins de la rue du Palais, où, la voix aiguë, elle se comportait un peu comme une reine, elle n'avait qu'un bout de rue à franchir, et elle le faisait à pied. Heureusement. C'est elle qui lui avait donné le plus de mal. Elle tenait un parapluie à la main, et une baleine avait failli l'éborgner quand il s'était précipité sur elle. Il l'avait d'abord attrapée au menton avec la corde du violoncelle, et elle s'était débattue, lui avait donné des coups de pied, si bien qu'il avait été sur le point de s'enfuir sans en avoir terminé. Il en était venu à bout quand même. C'était la seule fois qu'il avait dû courir, car une porte s'était ouverte à moins de 10 mètres de lui. Il croyait encore entendre une voix d'homme qui disait poliment « Merci, madame, j'en tiendrai compte, certainement. Je puis vous assurer que, si cela n'avait dépendu que de moi, il y a longtemps que vous auriez reçu satisfaction. » Sans doute le représentant d'un entrepreneur, ou quelque chose dans ce genre-là. Justine n'était pas malade. Elle n'était pas malheureuse, ni résignée. Elle n'avait aucune envie de passer dans un autre monde. Il répugnait au chapelier d'écrire, par exemple, « Est-ce une perte pour la société ?» Pas même pour la famille, qui vivait dans la terreur d'un scandale possible, au point que sa fille, mariée à un personnage en vue, lui interdisait de mettre les pieds à Paris. Il se contenta, après avoir résumé son curriculum vitae, de mettre un point d'interrogation. Léonide Proulx, 61 ans, sage-femme à Fétilly. Les Proulx avaient possédé 20 fermes et 2 châteaux, et Léonide en était réduite à vivre à Fétilly, un faubourg de la ville, près de l'usine à gaz, habité par des cheminots, des petits fonctionnaires et des ouvriers. Est-ce que son père, Luc Sabor, qui avait perdu sa fortune dans des spéculations ridicules, était fou, comme certains le prétendaient? Est-ce que son mari,
mort à 41 ans, était syphilitique? En tout cas, une fille difforme était morte en bas âge, et leur fils n'était pas comme un autre. Il s'était marié quand même, vivait sans rien faire chez ses beaux-parents, qui exploitaient un petit vignoble en Dordogne. Prou, de son vivant, découchait la moitié du temps. Il lui arrivait de rentrer chez lui en compagnie de femmes ramassées n'importe où, parfois dans le quartier des casernes. Et une nuit, il avait battu Léonide devant elle, sous prétexte qu'il détestait la voir pleurer, qu'elle pleurait exprès pour lui empoisonner l'existence. Elle avait dû se soigner. À l'hôpital, elle avait appris le métier de sage-femme. Ses cheveux étaient gris, son teint couleur de plâtre. Elle était calme, glacée. On la disait très habile dans son métier. Personne ne l'avait jamais vue rire, ni sourire. Et elle avait une façon d'attraper les nouveau-nés par les pieds qui donnait froid dans le dos aux accouchés. Le difficile, c'était de faire comprendre tout cela, et ce que cela signifiait, en quelques phrases, car il ne pouvait pas découper à l'infini des lettres dans le journal. C'était faux qu'il lui eût téléphoné. Il l'avait eue par hasard, alors qu'il était allé rôder autour de chez elle pour se renseigner sur ses allées et venues. Il avait même, ce jour-là, hésité à emporter sa corde de violoncelle. La maison était toute petite, avec de la lumière au-dessus de la porte. Léonide était sortie, alors qu'il n'était là que depuis quelques minutes, et elle portait sa trousse à la main. Il l'avait suivie jusqu'à l'usine à gaz. Il avait attendu qu'une auto fût passée. Elle l'avait reconnu, avait eu le temps de tourner la tête, mais il était trop tard. Elle n'avait pas manifesté d'étonnement, ni de crainte. Il n'osait pas écrire qu'elle avait été soulagée, ce qui était presque vrai. Quant à Irène Mollard, il avait écrit le lendemain au journal ce qu'il avait à dire. Aussi bien sur la photographie que quand elle était sortie de sa dernière leçon de piano, elle lui faisait penser à un oiseau tombé du nid. C'était un miracle qu'elle eût vécu si longtemps. Il ne restait qu'une, Armandine de Hautebois, actuellement mère Sainte-Ursule, qui, sur d'autres photographies de distribution de prix, avec d'autres jeunes filles, tenait à son tour le rôle joué jadis par mère Sainte-Joséphine. Celle-là était en quelque sorte passée de la photographie au couvent. Elle ne s'était pas donné la peine de vivre, ni seulement d'essayer. Et pourtant, elle était riche. Elle avait des frères et sœurs qui avaient fait leur chemin dans le monde. Ce serait pour demain, car elle ne quittait l'Immaculée Conception qu'une fois par mois, le deuxième lundi, pour se rendre à l'évêché. Elle ne serait pas seule. Les religieuses ne sortent jamais seules. Elle aurait à peine 50 mètres d'obscurité à franchir, et monsieur l'abbé avait été obligé d'échafauder un plan assez compliqué. Cachoudas le suivrait-il à nouveau? Au fond, le chapelier le souhaitait presque. Si les choses se passaient exactement comme il le prévoyait, demain, à 10 heures, tout serait terminé. Il ne voulait pas penser à Louise. La tentation était ridicule. Cela ne rimait à rien. Il se répéta plusieurs fois, en allant mettre des bûches dans le foyer, puis en baissant les stores, car la nuit était tombée. Surtout, pas Louise. Il descendit se verser un verre de cognac, dont il avait une bouteille dans l'armoire de la salle à manger. Il s'assit pour le boire lentement, à petites gorgées, après avoir remis le flacon en place, pour n'être pas tenté d'en prendre un second verre.